Le squelette axial. Alors, nous allons commencer par le squelette axial, et ce squelette est formé par la tête, le rachis et le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire comprend en haut le membre thoracique qui commence par la ceinture scapulaire auquel est appendu le membre thoracique lui-même. La ceinture pelvienne avec le membre pelvien. Ce squelette est un endosquelette, contrairement à la carapace des animaux qui est un exosquelette. C'est un squelette de protection et de soutien. Ce squelette, avec tête rachis, l'homme possède donc un endosquelette qui est une protection des organes nobles et un organe de soutien qui est solide certes, mais surtout souple. Tout ce système osseux est conçu pour résister aux contraintes en répartissant les forces de pression, et nous pourrons aboutir à une mobilité grâce aux jeux articulaires et musculaires, les muscles étant bien sûr commandés par les nerfs. Nous allons commencer la description de cette colonne vertébrale, enfin de ce rachis, que l'on appelle également colonne vertébrale. Elle est constituée d'un empilement d'une trentaine de vertèbres. Pourquoi 30 ? D'une trentaine, approximativement, parce qu'au niveau coccygien, on peut avoir un nombre variable de vertèbres coccygiennes qui sont des vertèbres atrophiées. Alors, pour décrire ce rachis, nous avons une vue ventrale et une vue latérale. Le rachis fait à peu près, selon les individus, 70 à 80 cm de hauteur. Nous l'avons dit, c'est un organe de protection. Et l'on remarque que l'empilement des corps vertébraux, s'il n'est pas très épais en haut, va en s'élargissant comme une pyramide. C'est un organe donc statique, de soutien, dynamique également. Et on le voit bien sur la vue latérale où on voit que ce rachis est flexible puisqu'il va présenter des courbures que nous verrons sur la diapositive suivante. Et cet organe dynamique, il est dynamique grâce aux jeux musculaires. On a des muscles en avant et en arrière du rachis. Quand des muscles se contractent, par exemple devant, les muscles qui sont dans la région postérieure ou dorsale vont s'étirer, c'est-à-dire qu'il y a un jeu complémentaire et inverse des muscles que l'on appelle pour cela des muscles agonistes et antagonistes. Voici les muscles agonistes en ventraux par exemple et antagonistes en dorsaux, mais on peut très bien les inverser leur appellation. Alors, le rachis, nous allons le reprendre donc au niveau de sa composition et de ses courbures. Les 7 premières vertèbres sont les vertèbres cervicales qui forment le rachis cervical, puis 12 vertèbres thoraciques pour le rachis thoracique, 5 vertèbres lombales pour le rachis lombal. En dessous, le sacrum est formé de 5 vertèbres soudées et enfin le coccyx de 3 à 5 vertèbres atrophiées. Entre ces différents rachis, on parle de charnière, la première entre le crâne et la première cervicale ou C1, et la charnière crânio-cervicale. Entre le rachis cervical et thoracique, elle s'appelle cervico-thoracique, puis thoraco-lombale, puis lombo-sacrale, et enfin sacro-coccygienne. En vue latérale, on voit les courbures du rachis. On appelle une concavité dorsale ou postérieure une lordose cervicale. En dessous, nous aurons au contraire une convexité postérieure qui est une syphose thoracique. Ensuite, une lordose lombale, une syphose sacrale. Vous voyez qu'il y a une alternance de lordose et de syphose. Quand on regarde un rachis en ventral, en vue ventrale, normalement nous n'avons pas de courbure. Le rachis est vraiment rectiligne.
En pathologie, on peut avoir une courbure, comme vous le voyez sur la radiographie de gauche, et cette courbure s'appelle une kyphose dorso-lombaire, une kyphoscoliose dorso-lombaire ou une scoliose dorso-lombaire. C'est pathologique, bien évidemment. Pourquoi dorso-lombaire? Parce que si on a une accentuation pathologique d'une courbure dans le plan frontal, elle est rattrapée par la courbure inverse au niveau du rachis sous-jacent, de façon à ce que la résultante soit une résultante rectiligne et que l'on puisse être droit sur ses pieds. Voici une photo, puisque je ne peux pas vous mettre de vidéo sur le site, mais vous voyez, cette photo montre un rachis cervical avec en vue latérale, avec l'empilement des corps vertébraux en avant, en arrière des petits foramens qui sont des trous par lesquels sortent des nerfs à chaque étage du rachis cervical, puis une structure osseuse à la partie dorsale, et nous allons les étudier quand nous étudierons les vertèbres les unes après les autres. Nous allons rentrer dans la description de chaque type de vertèbre. Classiquement, on prend toujours comme description la première vertèbre, on prend la vertèbre thoracique, car c'est elle qui présente de façon la plus caractéristique les éléments osseux de la vertèbre. En avant, en forme de demi-cylindre, nous avons ce que l'on appelle le corps vertébral ou spondyle vertébral. Au niveau thoracique, il est aussi large transversalement que en antéro-postérieur. On peut dire qu'il est pratiquement cylindrique. Fait suite deux pièces osseuses qui ont une particularité, elles s'accrochent à la partie supérieure de ce spondyle, ont une direction dorsale. C'est ce que nous appelons les pédicules. Vous voyez sur le schéma de droite que ce pédicule, c'est la petite portion osseuse qui fait suite au spondyle, présente un bord supérieur excavé en haut et un bord inférieur excavé en bas. Et si on met deux vertèbres l'une sur l'autre, le bord inférieur du pédicule de la vertèbre sous-jacente avec le bord supérieur de la vertèbre sous-jacente forme un foramen par lequel sort la racine rachidienne en jaune, qui va donner une branche postérieure, la branche grêle jaune, et ce foramen est fermé par une membrane verte. Fait suite au pédicule, les processus articulaires, ce sont des colonnes articulaires qui vont permettre aux vertèbres de jouer un tout petit peu l'une sur l'autre, avec des facettes articulaires supérieures que l'on voit sur la photo de gauche au niveau du bout de la flèche processus articulaire, et que l'on peut voir sur le schéma de droite au niveau inférieur, la petite tache bleue. C'est le processus articulaire inférieur qui s'articule avec le processus articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente. Ensuite, nous avons un processus transverse. La flèche est mal mise sur la diapositive. Ce processus transverse, c'est cette lame osseuse qui s'étend transversalement en dessous du processus articulaire. Fait suite les lames vertébrales qui se rejoignent dans le plan médian pour former le processus épineux que l'on peut sentir sous la peau le long de la colonne vertébrale si l'on passe le doigt. L'ensemble de ces éléments osseux circonscrivent ce que l'on appelle le foramen vertébral. Le foramen vertébral, on imagine bien que quand on empile les vertèbres, cela forme une gouttière dans laquelle, ou un canal que l'on appelle canal vertébral, dans lequel descend la moelle depuis le cerveau jusqu'à peu près en L1, qui est le niveau de terminaison de la moelle. Voilà des radiographies à gauche d'une colonne cervicale. Quand on prend un cliché en de trois quarts, c'est-à-dire celle qui est complètement à gauche, on dégage très très bien ces foramens par lesquels sortent les nerfs. Vous voyez, ce sont ces petits trous ronds un peu plus foncés, et ça permet ainsi de voir si une vertèbre sur l'autre a bougé. Le foramen intervertébral n'est pas bien cylindrique,
Et à ce moment-là, on peut penser que le jeu de la vertèbre l'une sur l'autre a coincé une racine de nerf rachidien et donc est à l'origine des douleurs que vous décrit le patient. La deuxième radio plus à droite est une radio du rachis cervical en vue ventrale et on voit très bien l'empilement des corps vertébraux. Et très intéressant, toujours au niveau, c'est l'IRM que vous avez sur la droite, où l'on voit à peu près la moitié de la colonne une encoche dans la moelle. Et là, nous avons une protrusion d'un disque intervertébral qui va coincer la moelle cervicale qui descend dans la gouttière vertébrale. Ici, une radio de profil d'une colonne lombale pour voir effectivement les spondyles ou corps vertébraux qui sont très épais. Alors, voyons maintenant les vertèbres cervicales. La colonne cervicale commence par la première vertèbre cervicale, C1, et se continue par la deuxième cervicale, ou C2, que l'on appelle l'axis, et qui sont des vertèbres tout à fait particulières. Voilà une photo de C1. On ne retrouve pas le corps comme dans la thoracique. Par contre, on voit latéralement deux grosses masses, avec une empreinte comme une empreinte de pas. Cette face supérieure des masses latérales de l'atlas sont articulaires, ce sont des cavités glénoïdales, ils sont articulaires avec les condyles de l'occipital. C'est-à-dire que l'occipital va reposer sur cet atlas et l'ensemble du crâne est porté par cette vertèbre, d'où son nom. Alors si nous la décrivons, elle est formée effectivement d'un arc antérieur, puisqu'on n'a pas de corps, avec les masses latérales portant ces traces de pas qui vont porter le crâne, et nous aurons un arc postérieur, comme on le voit. Latéralement, nous n'aurons pas de processus transverse. Nous avons des processus transverses, mais qui sont particuliers, puisque vous voyez qu'il y a un foramen, d'où sort l'artère vertébrale, et l'empilement, là aussi, au niveau cervical de ces foramens, va former une gouttière dans laquelle montera une artère, descendra une veine et passera également des éléments nerveux. L'arc antérieur présente à sa face postérieure une facette articulaire avec la dent de l'axis. Cet atlas va se poser sur une vertèbre qui s'appelle l'axis et qui présente elle aussi la particularité d'avoir une dent qui va rentrer dans l'anneau antérieur de l'atlas. D'où la facette articulaire avec la dent de l'axis en avant, mais également vous voyez sur l'élément vert qui est tendu en arrière, également une petite facette bleue qui est également articulaire avec la dent de l'axis. Et on imagine bien que cette dent de l'axis est entourée en avant de l'arc antérieur de l'atlas et en arrière est maintenue par le ligament transverse. Et tout de suite, vous voyez que fonctionnellement, cela a une incidence puisqu'on imagine bien que l'atlas supportant le crâne va tourner autour de la dent de l'axis, notamment dans les mouvements de nod. Voilà, le ligament transverse s'insère sur les tubercules sous-glénoïdiens qui sont à la face médiale des masses latérales de l'atlas. Après l'atlas, nous avons la deuxième vertèbre cervicale, C2, qui s'appelle l'axis. Voilà, nous allons l'étudier. Voici l'axis en vue crâniale. Vous voyez que là aussi c'est une vertèbre particulière et on voit très bien la dent de l'axis qui va venir s'encastrer dans l'atlas. Voilà cet axis. Alors si on la regarde de devant, c'est le schéma à gauche. À droite, vous avez une photo vue de derrière, c'est-à-dire en position dorsale. Et vous avez une position latérale. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la description de cette vertèbre, on va simplement décrire quand même cette dent, parce que cette dent est importante. Bon, le corps, très bien. La base de la dent, vous voyez, la dent est formée d'une base, d'un corps et d'un sommet. Et ce sommet, à ce sommet, vous voyez des éléments ligamentaires qui vont suspendre cette dent.
À l'occipital, voilà ce sommet de la dent, avec ses ligaments. Et nous voyons la facette articulaire en avant, qui va s'articuler avec la facette articulaire qui est placée en arrière de l'arc antérieur de l'atlas. Et on voit en haut, là où il y a marqué ligament transverse de l'atlas, la deuxième facette articulaire. Le corps se termine par un bec, mais ceci n'est pas très important. Le corps de la vertèbre cervicale est particulier, comme vous le voyez, il n'est pas, il ne correspond pas au segment de cylindre de la thoracique, il est étendu transversalement. Voilà. Latéralement, nous allons trouver des processus inciformes. En arrière, un foramen vertébral qui est beaucoup plus important au niveau cervical qu'au niveau thoracique, puisque la moelle qui sort du cerveau est beaucoup plus fournie de ces éléments nerveux et elle s'épuise au fur et à mesure de sa descente le long de la gouttière vertébrale, puisqu'elle va donner des nerfs rachidiens. Elle se termine en L1. Et en L1, il reste que des nerfs qui vont sortir par les trous sacrés que l'on appelle le phylum terminal. Ensuite, nous avons des pédicules qui sont toujours les mêmes, quelle que soit la hauteur de la colonne. C'est la seule constante. Et ces pédicules, par contre, toujours en constante, quelle que soit la hauteur de la colonne, présentent une incision vertébrale supérieure et inférieure, et leur empilement, on l'a dit tout à l'heure, détermine le foramen intervertébral par lequel sort le nerf intervertébral. Et une lame, plus haute que large, qui se réunit au milieu pour donner le processus épineux. Et au niveau cervical, vous voyez qu'il est bifide, c'est-à-dire qu'il est avec deux petites cornes, ce que l'on n'a pas vu au niveau thoracique. Alors, cette photo est intéressante parce que ce sont deux vertèbres cervicales. La première, c'est C4, en premier plan, c'est celle que nous venons de décrire. Et l'autre, c'est une C7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on passe d'un rachis à l'autre, on ne va pas passer brutalement d'un corps rectangulaire à un corps cylindrique. Donc, nous avons des vertèbres dites de transition. Et on voit très bien que cette C7 n'est pas conforme à la C4. Elle commence à prendre quelques caractéristiques de la vertèbre thoracique, puisque la colonne thoracique est la suivante. Maintenant, voyons les lombales, les vertèbres lombales avec leurs particularités. Alors, ces vertèbres lombales, voilà. On a une vue crâniale et une vue latérale avec un empilement de deux vertèbres. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un corps vertébral étendu transversalement. Vous voyez la même caractéristique que le rachis cervical. On va trouver à la suite, alors un foramen vertébral qui est plutôt en forme de cœur, qui est tout petit par rapport à la masse osseuse, contrairement à ce que l'on a vu par contre dans le rachis cervical. Des pédicules toujours les mêmes, qui vont former le foramen intervertébral. Des lames vertébrales qui vont se réunir dans le plan médian pour former l'apophyse épineuse, ou processus épineux. Et puis les apophyses transverses, elles s'appellent ici costiformes, parce que ce sont des petites transverses qui sont des reliquats en fait de côte. Donc elles ont ce nom particulier, mais... Maintenant, le sacrum et le coccyx, et nous aurons fini la description de notre colonne rachidienne. Voici le sacrum. Alors vous avez un schéma à gauche et une vue à droite. Vous voyez, on ne regardera que la face pelvienne. C'est une face qui est très concave en avant, et on voit très bien que ce sont des vertèbres qui sont soudées. On voit d'ailleurs des lignes, vous voyez les lignes transversales, qui sont les lignes de soudure des vertèbres qui constituent ce sacrum. Et on trouve des foramen par lesquels sortent les nerfs sacrés, donnant les racines sacrées du phylum terminal de la moelle. Voilà, donc concave en avant, avec nos lignes transversales qui sont des lignes de soudure, et nos foramen avec un sillon le long duquel sort le nerf sacré.
Enfin le coccyx, avec une vue ventrale à gauche et une vue dorsale à droite. Et vous voyez que ce coccyx, tout petit qu'il soit, donc avec 3 à 5 vertèbres atrophiées, est articulaire, c'est la surface bleue, avec l'extrémité ou la pointe du sacrum. Donc vous avez un petit jeu entre le coccyx et le sacrum. Et d'ailleurs, quand on tombe sur les fesses, on peut se luxer ce coccyx, ça fait excessivement mal, et il faut attendre au moins 3 semaines avant que ce coccyx se remette en place. Vous voyez les traits verts, ce sont des ligaments, les marrons, ce sont les empreintes d'insertion musculaire. Donc au niveau de ce coccyx, nous avons quand même un certain nombre de choses qui s'accrochent dessus. Des muscles et des ligaments, que ce soit en avant ou en arrière. Ceci pour vous faire voir le sacrum que j'ai pris en photo dans mon bureau, où vous avez une absence de soudure sur la face postérieure du sacrum, de l'arc postérieur, c'est-à-dire qu'on est dans le canal où sont les nerfs du filum terminal. Cette absence de soudure de la partie postérieure du rachis s'appelle un spina bifida, qui peut être plus ou moins grave selon qu'il est étendu tout au long de la colonne et selon que l'on a une extrusion, c'est-à-dire des éléments, une sortie de leur canal, de la gouttière vertébrale, des éléments nerveux et des méninges qui entourent ces éléments nerveux. Alors, maintenant, puisque nous avons vu le rachis, nous allons voir la tête. La tête est composée donc de